L'odeur était stérile, trop stérile. Les paupières d'Anne papillonnèrent, mais elle les sentait comme collées. Sa respiration était courte. Où était-elle? Dans un hôpital? Non. Il y avait du velours, une étroitesse, le silence, et puis des voix, faibles, étouffées, celles d'un homme, calme et posé. C'est enfin terminé. L'argent est à nous maintenant. Une autre voix gloussa. Une femme. Le cœur d'Anne se glaça. C'était Michel. Et la femme n'était pas elle. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas crier. Son corps semblait piégé dans la peau de quelqu'un d'autre. Son nom était Anne Martin. 31 ans, enceinte de 8 mois. Et de toute évidence, morte. Mais son esprit était éveillé. Assez éveillé pour reconnaître les voix à l'extérieur de son cercueil. Michel Fournier, son mari, l'homme qui avait autrefois embrassé son ventre en lui murmurant des promesses d'éternité, planifiait son enterrement avec une autre femme. « Personne ne posera de questions, » dit la femme. « Elle a eu une grossesse compliquée, c'est crédible. » Et Michel se contenta de hocher la tête, comme s'il n'était pas en train d'enterrer vivante la mère de son enfant. Les poumons d'Anne hurlaient pour avoir de l'air. Son cœur battait la chamade, mêlant peur et fureur. Comment était-elle arrivée là? Qu'avait-elle manqué? Comment quelqu'un qui l'avait tenue avec tant de douceur pouvait-il maintenant essayer de l'effacer complètement? Ceci est l'histoire de la façon dont elle a affronté l'impensable et découvert quelque chose que personne n'aurait jamais pu imaginer. Mais à ce moment-là, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Anne Martin n'était pas censée être une statistique. Elle était le genre de femme que les gens admiraient en passant, sans jamais vraiment connaître son histoire. Née d'une femme de ménage et d'un mécanicien dans une banlieue tranquille près de Lyon, Anne a appris très tôt que rien n'était facile. Elle nettoyait les salles de classe après l'école, tout en révisant ses examens dans les mêmes couloirs qu'elle astiquait. Mais elle ne s'est jamais plainte. C'était la vie, tout simplement. À 25 ans, elle avait financé ses propres cours du soir. À 29 ans, elle dirigeait un programme d'alphabétisation dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville. Les enfants l'appelaient Madame Anne, et certains la traitaient eux-mêmes de maman, par erreur. Elle souriait à chaque fois. L'amour, cependant, c'était plus compliqué. Son cœur avait toujours été prudent, et pour de bonnes raisons. Elle avait vu sa propre mère pleurer trop de nuits lorsque son père rentrait tard, ivre ou distant. Anne s'était juré, jamais un homme comme ça. Puis est arrivé Michel Fournier. Il avait été engagé comme consultant en informatique pour moderniser les systèmes de l'école. Costume impeccable, sourire net, rire facile. Il s'est intéressé à son travail, a écouté ses histoires et l'a même rejointe une fois à une collecte de fonds communautaires, portant un t-shirt « Lisse avec moi », comme si cela comptait vraiment pour lui. Elle n'est pas tombée amoureuse rapidement. Mais quand c'est arrivé, c'était réel. Chloé, sa meilleure amie depuis le collège, a tout de suite eu des doutes. Il y a quelque chose de trop « lisse » chez lui, l'avait-elle prévenu. Mais Anne se contentait de sourire. Peut-être que je mérite quelqu'un de parfait pour une fois. En moins d'1 an, ils vivaient ensemble. 6 mois plus tard, elle a découvert qu'elle était enceinte. La réaction de Michel fut mitigée. Il a souri, oui, a dit toutes les bonnes choses. Mais il y avait quelque chose sous ces mots. Un calcul, une pause trop longue. Un bébé, waouh, c'est rapide. Pourtant, il a insisté pour s'occuper de tout. Les rendez-vous chez le médecin, l'achat de la chambre de bébé, même la gestion de ses papiers au travail, pour qu'elle puisse se reposer davantage. Avec le recul, c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à lui céder le contrôle. Chloé a remarqué le changement. Il se mêle de tout, Anne. Tes finances, ton emploi du temps, mais Anne le défendait. Il m'aide, c'est tout. Il m'aime. Elle y croyait. Jusqu'au jour où elle est tombée dans les escaliers de l'école. Une chute brutale. Elle était enceinte de 6 mois. Et ça a été le début de la fin. Le plus grand rêve d'Anne n'avait jamais été la richesse, la reconnaissance ou même la sécurité. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus doux. Un foyer. Le genre de foyer qu'elle n'avait jamais vraiment eu en grandissant.
Un endroit où les rires n'étaient pas suivis de portes qui claquent, où l'amour n'était pas accompagné d'échymoses ou de silence. Et pendant un temps, elle a cru qu'elle était en train de le construire, avec Michel. La grossesse l'avait remplie d'une joie si féroce qu'elle pleurait parfois juste en effleurant son ventre le matin. Elle a donné un nom au bébé en secret. Élie, si c'était un garçon. Maya, si c'était une fille. Elle ne l'a pas dit à Michel. Pas encore, c'était à elle et au bébé. Mais le jour de sa chute, c'est là que la lumière a commencé à vaciller. Elle se souvenait clairement de cette matinée. Michel avait insisté pour venir la chercher à l'école. « Tu es trop fatiguée pour conduire », avait-il dit. Mais elle a quitté une réunion plus tôt et a décidé de le surprendre. Alors qu'elle descendait les escaliers près de la salle des professeurs, son pied a glissé. Ou peut-être y avait-il quelque chose sur la marche, quelque chose de glissant. La chute fut instantanée. Une douleur fulgurante lui a traversé le dos et les côtes. Mais la peur, elle est venue après, quand elle a réalisé que son abdomen avait heurté le palier. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Moniteur, perfusion, panique. Mais d'une manière ou d'une autre, le bébé allait bien, meurtri, mais bien. Michel est arrivé en retard. Il a dit que c'était à cause de la circulation. Il avait l'air paniqué, mais quelque chose dans son visage semblait faux, un peu trop théâtral, trop préparé. Chloé est venue lui rendre visite ce soir-là et s'est assise près de son lit pendant qu'Anne somnolait. Quand Anne s'est réveillée, Chloé regardait par la fenêtre, les bras croisés. « Cette chute n'était pas normale », dit-elle doucement. « Le concierge m'a dit que quelqu'un avait vu Michel dans l'escalier ce matin-là, exactement là où tu as glissé. » L'estomac d'Anne se noua. « Ça ne veut rien dire. Je sais, mais tu ne trouves pas ça étrange qu'il gère soudainement tous tes comptes ou qu'il t'ait fait signer une procuration la semaine dernière ?» Anne avait balayé ça d'un revers de main à l'époque. Les hormones de grossesse, le stress, la paranoïa. Mais son sommeil fut différent après ça, agité, tendu. Puis vint la veille des funérailles. Elle se souvenait d'avoir dîné avec Michel. Il lui avait préparé son plat préféré, du poulet marengo, et lui avait même apporté lui-même ses vitamines prénatales. Elle s'était couchée tôt, prise de vertige, frissonnante, une migraine naissant derrière ses yeux. Le souvenir suivant qu'elle eut fut de se réveiller dans une obscurité de velours, et même alors, une partie d'elle croyait encore. Il ne ferait pas ça. Pas lui. Il ne pourrait pas. Mais au fond d'elle, une voix plus calme murmurait « Il l'a déjà fait ». Il faisait froid, mais pas comme le froid de l'hiver, c'était le froid de l'immobilité. Le genre de froid qui s'enroule autour de vos os et murmure « Tu ne devrais pas être ici ». Au début, les yeux d'Anne refusaient de s'ouvrir. Ses membres semblaient de pierre. Sa poitrine était oppressée, mais ce qui la terrifiait le plus, c'était le silence qui pressait contre ses oreilles, un silence dense, ouaté, comme si le son lui-même était mort. Puis, des voix faibles, étouffées par le bois. Elle essaya de respirer profondément et sentit les parois étroites de velours entourant ses côtes. Cercueil. Elle était dans un cercueil. La panique explosa en elle comme un feu dans une pièce scellée. Sa gorge essaya de crier, mais seul un faible hoquet s'échappa. Puis elle l'entendit à nouveau, sa voix. « Michel, juste dehors. 30 minutes et c'est fini. Après ça, on disparaît. Et personne ne demandera jamais ce qui s'est vraiment passé. » Une pause. Un petit rire. Elle ne l'a jamais vu venir. Une autre voix. Féminine. Froide. Je suppose que les somnifères ont finalement fait leur travail. Je pensais qu'elle se débattrait plus. Tu es sûr que le bébé est parti aussi? Le cœur d'Anne se brisa. La réponse de Michel fut lente, délibérée. Peu importe, ils seront enterrés ensemble. C'était le plan. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas y croire. Tout devint flou. La maison qu'ils avaient choisie ensemble, les échographies épinglées sur le réfrigérateur, les lettres qu'elle avait écrites à leur enfant à naître, le doux fredonnement qu'elle avait l'habitude de chanter en pliant les bodys. Tout cela, écrasé sous le poids de cette trahison, le père de son enfant, l'homme qu'elle avait laissé entrer dans son âme. Il avait essayé de l'effacer. La claustrophobie devint insupportable.
Elle griffa son esprit, hurlant intérieurement pour que son corps réagisse. Juste un doigt, une contraction, n'importe quoi, mais il n'y avait rien. Elle se souvint de ce que Chloé avait dit. « Méfie-toi des hommes trop charmants. Parfois, le charme n'est que du silence déguisé. » Sa mère, Marguerite, l'avait toujours prévenue aussi. « L'amour, ce ne sont pas les grands gestes, Anne. L'amour, c'est celui qui reste quand personne ne regarde. » Mais elle n'avait pas écouté. Et maintenant, elle allait mourir ici, en silence, dans du velours, avec son bébé. Des larmes coulèrent des coins de ses yeux, imbibant le satin sous sa tête. Elle n'était pas prête à mourir, pas comme ça. Pas alors qu'elle n'avait même pas rencontré son enfant. Pas alors qu'elle n'avait pas dit à Chloé qu'elle avait raison. Ou serré sa mère dans ses bras une dernière fois, ou regardé Michel dans les yeux en lui demandant pourquoi. Les voix s'estompèrent, des pas s'éloignèrent. Et puis, le calme. Pas de pas, pas de voix, pas de secours. C'était la fin, c'était la mort. Elle pensa de nouveau au bébé. Élie, ou peut-être Maya, elle ne le saurait jamais. Puis quelque chose en elle bougea, un frémissement, un mouvement au plus profond de son ventre. Son enfant, vivant, se battant encore. Un sanglot la déchira. Il était toujours là. Et s'il n'avait pas abandonné, elle non plus n'abandonnerait pas. Quelque chose s'est fissuré. Pas à l'extérieur du cercueil, à l'intérieur d'elle. Anne s'accrocha à la sensation de ce minuscule mouvement. Son bébé était vivant. D'une manière ou d'une autre, même après le poison, même après la trahison, même après avoir été déclarée morte, son enfant était toujours là. Et cela signifiait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle commença par une pensée. Bouge ta main. Rien. Essaie ton doigt. Toujours rien. Elle concentra toute son énergie sur son auriculaire droit. C'était le plus petit, le plus léger, peut-être le plus docile. Les secondes passèrent, puis les minutes, puis quelque chose, une contraction, faible, mais bien là. Elle la sentit, elle pleura en silence, non pas de douleur, mais parce que l'espoir était entré dans la pièce. Anne se souvint de ce que sa mère lui avait dit un jour, des années auparavant, quand Anne avait failli abandonner ses études, après avoir échoué à un examen. Quand tu penses que c'est fini, murmure ton nom à l'obscurité. C'est comme ça que Dieu te trouve. Alors elle le fit. À l'intérieur de son esprit, elle le murmura. Anne, Anne Martin, je suis là. Je n'ai pas terminé. Le poids sur sa poitrine ne se souleva pas. L'obscurité ne se dissipa pas, mais quelque chose changea. Elle ne prévoyait plus de mourir. Elle prévoyait de se battre. Elle se concentra sur sa respiration, lente, superficielle, puis sur les muscles de sa gorge. Pouvait-elle émettre un son, ne serait-ce qu'un seul? Elle essaya de fredonner, échoua, essaya de nouveau. Une douce vibration quitta ses lèvres. « C'est ça », pensa-t-elle. C'est comme ça que ça commence. Elle n'était pas un cadavre. Elle était une mère, une survivante, et quelque part au-dessus, dans une pièce pleine de gens qui la croyaient partie, elle savait qu'au moins une personne écouterait. Il le fallait bien. Un concierge, un endeuillé, un enfant, n'importe qui, parce qu'elle ne mourrait pas en silence, pas pour un homme comme Michel. Pas comme ça. Elle n'avait aucune idée de ce dont son corps était encore capable, mais elle avait un nouvel objectif, faire du bruit, bouger, les forcer à voir, pour son enfant, pour la jeune fille qui nettoyait les sols en rêvant d'un avenir meilleur, pour elle-même. Le son était à peine audible, plus une vibration qu'une voix, mais il était réel. Anne répéta le fredonnement, cette fois en appuyant plus fort sa gorge contre la doublure de velours. Son doigt droit se contracta, puis de nouveau, une poussée d'adrénaline la traversa, et elle concentra toute son énergie sur cette seule main. « Frappe », pensa-t-elle, juste une fois. Qu'ils entendent. Son poing ne voulait pas se former, mais son poignet tourna juste assez. Elle le frappa faiblement contre le couvercle du cercueil. Toc! Le son était sourd, étouffé, mais pas silencieux. Dehors, dans la chapelle, un jeune assistant funéraire ajustait des fleurs quand il se figea. Il tourna la tête, les sourcils froncés. « Vous avez entendu ça ?»
murmura-t-il à l'homme à côté de lui. Michel, debout près du cercueil dans son costume noir sur mesure, les yeux rougis par une performance de deuil, tourna vivement la tête vers eux. « C'est le bois. Il est vieux, il travaille, » dit-il rapidement. Mais l'assistant se rapprocha. Toc, encore. Michel s'avança, la voix plus vive maintenant. « Nous devrions commencer. Elle mérite la paix. » Au dernier rang, une femme âgée serrait son chapelet. Son nom était Éléonore Mercier. Elle connaissait la mère d'Anne depuis des décennies. Soudain, elle se leva. « Non, attendez !» Sa voix tremblait, mais elle trancha la tension comme une lame. « J'ai entendu quelque chose. » Tout le monde se retourna. Le silence s'étira. Puis, toc, toc, 2 coups délibérés. Des halètements remplirent la pièce. Anne les entendit. Elle n'était pas sûre s'ils étaient réels ou imaginaires, mais elle sentit la pause, le changement d'énergie au-delà du bois. Sa respiration s'accéléra. L'expression de Michel changea. Le masque glissa, juste un peu. « Ouvrez-le » dit Éléonore. « Maintenant. »« Je ne pense pas que... » balbutia Michel en reculant, mais l'assistant funéraire bougeait déjà. Un autre coup, un son, clair cette fois, s'échappa de l'intérieur. Un gémissement. La foule éclata en chaos. Les téléphones sonnèrent. Des voix crièrent. Quelqu'un hurla. « Elle est vivante !» À l'intérieur du cercueil, les yeux d'Anne s'ouvrirent pour la première fois. Une lumière floue se déversa alors que le couvercle craquait. Des visages l'entouraient, pâles, stupéfaits. Elle haleta, la voix rauque, et articula les premiers mots que ses poumons purent former. « Il a essayé de me tuer !» Et tout vola en éclats. La pièce devint électrique. Halètements, pleurs, cris. La mère d'Anne, Marguerite, se fraya un chemin à travers la foule, pleurant de manière incontrôlable. « Mon bébé est vivant !» sanglota-t-elle, s'agrippant au bras d'Anne comme si elle avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. Les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes, appelés par quelqu'un dans le chaos. Alors qu'il la plaçait sur un brancard, l'examinant doucement, elle sentit son corps commencer à lâcher. L'adrénaline s'estompait, ses membres tremblaient, sa respiration se coupa. Mais ses yeux trouvèrent Michel. Il était figé au fond de la chapelle, le visage pâle, les mains tremblantes. À côté de lui, Lydie, les yeux grands ouverts, les lèvres pincées, comme si elle essayait de disparaître. La voix d'Anne se brisa. « Ce sont eux, » dit-elle d'une voix rauque. « Ils ont planifié ça, ils m'ont empoisonné. » Toutes les têtes se tournèrent, des téléphones furent levés. Quelqu'un était déjà en train de diffuser en direct. Michel recula d'un pas. « Non, non, elle est confuse, » cria-t-il. « Elle a subi un traumatisme. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. » Mais il était trop tard. Des gens se mirent à bloquer les sorties. Quelqu'un cria. « La police est en route !» La poigne d'Anne se resserra sur le bras d'un ambulancier. « Mon bébé » murmura-t-elle. « Je ne le sens pas bouger. » Le visage de l'ambulancier changea instantanément. « On doit y aller. » Maintenant, dans l'ambulance, les gyrophares balayant sa peau, Anne fixait le plafond, essayant de garder l'esprit clair. Mais le doute s'insinua, aigu et cruel. « Et si j'arrive trop tard? Et s'il n'a pas survécu ?» Ses mains se posèrent sur son ventre en tremblant. « S'il te plaît, » murmura-t-elle encore et encore. « Fais qu'il aille bien. » L'ambulancier pressa le Doppler sur son ventre. Aucun son. Sa mâchoire se crispa. « On fera une échographie complète à l'hôpital, » dit-il prudemment. « Restez avec moi, Anne. Parlez-moi. »« Vous en êtes à combien de semaines ? » « 35, » murmura Anne. « J'y étais presque. À leur arrivée, les médecins la firent passer en urgence au triage. Lumière vive, voix rapide, machine, perfusion. Tout devint flou. Marguerite et Chloé, qui s'étaient précipitées à l'hôpital, furent finalement autorisées à entrer. Chloé lui serra la main. « On ne va pas le perdre. Pas après tout ça. » Les yeux d'Anne s'emplirent de larmes. « Je ne peux pas le perdre maintenant, Chloé. Pas après être revenue. » Mais au fond d'elle, une ombre s'insinua. Et si c'était sa punition? Pour avoir fait confiance trop facilement? Pour avoir aimé aveuglément? Puis elle le sentit, le plus petit des coups de pied. Et elle sut, ce combat n'était pas terminé.
La chambre d'hôpital bourdonnait d'urgence. Médecins et infirmières s'affairaient autour d'Anne, criant des chiffres, vérifiant les moniteurs, se préparant à une opération d'urgence. Elle gisait immobile sur le brancard, sa blouse trempée de sueur, son visage pâle, sa respiration saccadée. Et puis, la pièce se tut. Un médecin plaça un échographe portable sur son ventre. Tout le monde se pencha. Anne retint son souffle. Au début, rien, juste de la statique, du bruit blanc, puis un rythme faible, vacillant, badoum, 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 faible. Mais là, un son si fragile qu'il existait à peine. Anne sanglota, couvrant sa bouche. « Il est vivant. Oh mon Dieu, il est vivant. » Le médecin-chef hocha la tête. « Il est en détresse. On doit y aller maintenant. » Les lumières au-dessus d'elle devinrent floues alors qu'on la précipitait dans le couloir. Son esprit tourbillonnait. Cela ne pouvait pas être réel. Cela ne pouvait pas arriver. Mais c'était le cas. Et elle était toujours là, toujours en train de se battre. La salle d'opération était un tourbillon. Masque, bistouri, gants qui claquent. Anne sentit la piqûre froide de l'anesthésie dans sa colonne vertébrale. La pièce commença à s'assombrir sur les bords. Une infirmière murmura « Vous vous débrouillez très bien, juste un peu plus longtemps. » Et puis le temps se fractura. Les voix résonnaient comme des sons sous-marins. Ses oreilles bourdonnaient, sa poitrine semblait vide. Une pression, une traction. Et le silence. Où est le cri? Pourquoi ne crie-t-il pas? Anne cligna rapidement des yeux, sa tête trop lourde pour tourner. Le médecin à la table ne parlait pas. Le visage de l'infirmière se crispa. 2 pédiatres spécialistes planaient au-dessus d'une petite table de l'autre côté de la pièce. L'un d'eux pompait une minuscule poitrine avec 2 doigts. « Pas de battement de cœur !» entendit-elle. « Commencez les compressions, adrénaline. » Maintenant, le monde d'Anne s'effondra. Pas après tout ça, pas après le cercueil, pas après que je sois revenu. La voix de Chloé résonna dans son esprit. « C'est un battant, il tient ça de toi. » Elle voulait crier, se lever de la table, prendre son fils dans ses bras et lui insuffler sa vie, mais elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait même plus pleurer. Puis, une toux, un crachotement, et un son qui déchira l'air, un cri, aigu, perçant, rageur, vivant. Les médecins se figèrent pendant une demi-seconde, puis se mirent en action. « Il respire, respiration spontanée. Amenons-le en néonatologie maintenant. » Anne n'entendit pas le reste. Son corps devint flasque de soulagement. Ses larmes coulèrent en silence. Son âme, démolie, tremblante, relâcha le souffle qu'elle avait retenu pendant des jours. Son fils était là, vivant, contre tous les plans, tous les poisons, tous les calculs. Il a vécu. Une infirmière se pencha, murmurant à travers son masque « Vous avez un nom ?» Anne sourit à travers ses larmes. La voix rauque mais sûre. « Élie. Il s'appelle Élie. » Et à ce moment-là, la boucle fut bouclée. Elle avait été enterrée, réduite au silence, trahie. Mais maintenant, elle était ressuscitée. Et lui aussi. 3 semaines plus tard, Anne se tenait à la fenêtre du service de néonatologie, regardant Élie dormir dans sa couveuse. Des tubes et des moniteurs l'entouraient encore, mais sa couleur était revenue. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme régulier. Il guérissait, et elle aussi. Michel Fournier avait été arrêté la nuit même de la naissance d'Élie. Les enregistrements des funérailles, le rapport de toxicologie médico-légale et la tentative soudaine de Lydie de fuir le pays, tout cela a constitué un dossier si solide que même ses avocats coûteux n'ont pu le briser. Anne ne l'a plus jamais revu. Elle n'en avait pas besoin. Elle avait appris que les monstres ne portent pas toujours de masque. Parfois, ils portent des alliances. Ils vous appellent « mon amour ». Ils vous tiennent la main tout en complotant votre fin. Mais elle avait aussi appris quelque chose de plus puissant. Elle n'était pas la même femme qui était tombée amoureuse de Michel. Cette femme voulait être aimée, la femme qui était ressuscitée de son propre cercueil. Elle voulait vivre, pleinement, librement, bruyamment, et elle ne resterait plus jamais, jamais silencieuse. 1 mois plus tard,
Elle quitta l'appartement qu'elle partageait autrefois avec Michel, retourna vivre chez ses parents pendant un certain temps. Ellie rentra à la maison en bonne santé, ses minuscules doigts s'enroulant autour des siens comme s'il savait qu'elle s'était battue pour lui. Elle commença à prendre la parole dans des refuges locaux, des écoles, des centres communautaires, partageant son histoire. Non pas parce qu'elle était extraordinaire, mais parce que trop de femmes n'ont jamais vécu pour raconter la leur. Elle n'était pas une victime, elle n'était pas un miracle, elle était une mère. Et ça suffisait à la rendre inarrêtable. Peut-être que vous ne vous êtes jamais réveillé à l'intérieur d'un cercueil. Peut-être que votre trahison n'est pas venue avec du poison. Mais le cœur brisé, le silence, être enterré émotionnellement par quelqu'un en qui vous aviez confiance, cette partie, nous sommes si nombreux à la connaître. Si vous avez déjà dû vous reconstruire, pièce par pièce douloureuse, si vous avez déjà dû vous regarder dans le miroir et dire « Je suis toujours là ». J'ai toujours de l'importance. Alors cette histoire est aussi la vôtre. Dites-le-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà survécu à quelque chose que personne ne pensait que vous pourriez surmonter? Votre voix, votre histoire, pourrait être la lumière que quelqu'un d'autre espère en ce moment même. Et si ce voyage vous a touché, laissez un like. Si vous croyez aux secondes chances, aux voix qui s'élèvent du silence, alors abonnez-vous. Nous avons tellement d'autres histoires à raconter. Et peut-être que la prochaine fois, ce sera la vôtre.